Bonjour Annie. Bonjour Jason. Cette année, la pandémie de COVID-19 a vraiment testé notre résilience comme société. Tout à fait, mais on souhaitait quand même cette année se rendre vers vous, mais cette fois de façon virtuelle. Absolument. Lors de la prochaine heure, vous aurez différents intervenants qui viendront vous parler des processus d'immigration. Nous aurons aussi des personnes qui vont venir vous parler de leur transition vers le Canada, des transitions qui ont été réussies. Oui, et sachez que l'information que vous entendrez au cours des prochaines minutes, c'est de l'information qui a été vérifiée, qui a été mise à jour. Alors, on oublie tout ce qui est blog d'informations en ligne et on se fie à ces experts qui se sont déplacés pour vous procurer la meilleure des informations. Absolument. Et n'oubliez pas qu'à la fin de la présentation, nous aurons les kiosques virtuels où vous pourrez poser vos questions aux différents intervenants. Mais là, tout ce qu'il nous reste à vous dire, c'est bienvenue à Destination Acadie. Bonjour, je m'appelle Catherine et je suis la gestionnaire du programme Immigration francophone de la Nouvelle-Écosse. Puisque nous sommes ici pour vous faire découvrir l'Acadie, je vous demanderai de nous dresser un bref survol de la francophonie en Nouvelle-Écosse. La francophonie en Nouvelle-Écosse, elle est très diverse. Elle est composée d'emblée de plusieurs groupes, dont les Acadiens qui sont ici depuis 1604, et des nouveaux arrivants et des migrants de partout au Canada qui ont pour langue première le français. Alors, nous avons une belle île ici avec plusieurs régions francophones, en particulier dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse, il y a les communautés de Clare et d'Argyle, et au Cap-Breton, il y a également les communautés de Chéticamp et de l'île Madame. Et il faut dire qu'il y a plein d'autres petites communautés qui ont aussi un caractère francophone et que, bien sûr, dans la ville d'Halifax, on est très nombreux. Pourriez-vous nous parler, Catherine, des services qui sont offerts pré-départ pour les nouveaux arrivants ou les gens qui souhaitent justement immigrer? Avant de décrire le service, je dois préciser que les programmes de pré-départ sont uniquement pour les résidents permanents. Alors, on comprend qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui s'intéresseraient à recevoir ce genre de service, mais c'est uniquement pour les résidents permanents. Il existe maintenant au Canada un guichet unique pour le parcours d'immigration francophone. Donc, on s'inscrit sur un site web avec notre partenaire francophone et on reçoit des services généraux à propos du Canada, des sessions d'information et un début d'un plan d'établissement. Et une fois qu'on choisit notre région, on est référé à la région. Et à ce moment-là, on peut recevoir des services d'un plan plus détaillé, des services liés à l'employabilité et aussi un service en connexion communautaire qui nous permet de bien comprendre et apprendre sur notre destination choisie. Bien intéressant. Et évidemment, il y a des services offerts une fois qu'on est sur place. Quels sont-ils et quels en sont en fait les coûts rattachés? Bon, il faut dire en premier qu'il n'y a aucun coût à attacher à nos services après arrivée. C'est vraiment un service d'accompagnement. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on aide nos clients avec leur établissement. Alors, ça veut dire un accompagnement pour les tâches administratives, alors les numéros d'assurance sociale, comment avoir un permis de conduire. On assiste aussi avec le besoin d'hébergement, comment trouver un appartement, bien connaître les régions. Encore une fois, il y a des services d'intégration à la communauté. Alors, il y a plein d'opportunités pour le bénévolat et de s'impliquer et à mieux connaître la communauté d'accueil ainsi que les autres nouveaux arrivants. Merci Catherine. Et avez-vous d'autres informations que vous aimeriez partager aux gens qui nous écoutent présentement? J'aimerais vous encourager fortement à faire valoir nos services de pré-départ. Nos conseillers, conseillères peuvent vraiment vous aider à bien préparer le terrain, bien connaître les services
que nous, on offre, mais aussi de la part de nos partenaires. Il y a 22 écoles francophones partout dans la province. On peut vous aider à inscrire vos enfants à l'école. On peut vous aider à commencer votre recherche d'emploi. Il y a plein de choses qu'on peut faire pour vous aider à bien préparer votre projet d'immigration. Une fois sur place, encore une fois, je vous encourage à rentrer en contact avec nous pour qu'on puisse bien vous lier avec notre belle communauté acadienne et francophone ici en Nouvelle-Écosse. Excellent. Donc, avez-vous un site web qu'on pourrait donner aux gens si jamais ils ont des questions ou des interrogations à vous poser? Alors, vous pouvez nous rejoindre à travers notre site web et l'adresse courriel suivante, info@immigrationfrancophone.ca. Merci beaucoup, Catherine, pour votre temps. Merci à vous. Bonjour. Bonjour, Tout d'abord, je vous demanderai de vous présenter. je m'appelle Sarah, je suis responsable de communication du réseau en immigration francophone du Nouveau-Brunswick. Puisque nous sommes ici pour vous faire découvrir l'Acadie et ses communautés, pouvez-vous nous dresser un court portrait de la francophonie au Nouveau-Brunswick? Donc, la première chose, c'est que le Nouveau-Brunswick est la seule province officiellement bilingue au Canada. Ça, c'est une particularité très importante à retenir de par ce que ça apporte en fait à l'immigrant quand il arrive. Donc, en fait, le fait qu'il soit officiellement bilingue donne la possibilité aux immigrants francophones d'avoir des services en français, que ce soit au niveau de l'éducation, des soins de santé, des services gouvernementaux et autres services publics. Ça, c'est une particularité importante du Nouveau-Brunswick qu'il ne faut pas oublier. Donc, nous, on est une population d'à peu près 781 000 habitants, dont 32% sont des francophones. Et cette francophonie est vraiment diversifiée. On a les Acadiens, bien évidemment, qui représentent la plus grosse partie de la francophonie et qui représentent l'Acadie du Nouveau-Brunswick. En plus, on a des francophones brillants qui sont dans le nord-ouest, on a des francophones qui sont arrivés du Québec, on a des francophones qui sont arrivés de l'ouest du Canada, et bien évidemment, les immigrants qui sont arrivés de l'international et qui font toute la communauté francophone du Nouveau-Brunswick. Donc l'importance, on sait qu'on a accès aux services en français au Nouveau-Brunswick, puis la communauté francophone est dispersée partout dans la province avec une concentration plus particulière dans le nord, que ce soit le nord-ouest, le nord-est, péninsule acadienne et dans le sud-est. Mais il est important de noter que la connaissance de l'anglais contribue à l'intégration des immigrants, surtout dans le milieu professionnel. Donc c'est préconisé. On a accès aux services en français au niveau de services publics, de l'éducation, notamment les garderies francophones qui sont dans les 4 coins de la province. On a plus de 90 écoles francophones publiques. On a des formations techniques en français, notamment au niveau du CCNB, le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick, et l'Université de Moncton qui offre des programmes universitaires et d'études supérieures. L'Université de Moncton est d'ailleurs considérée comme la plus importante université francophone hors Québec, sur tout le Canada. En plus de tous ces services qui peuvent être offerts dans la langue française, il est important de savoir qu'il y a une culture francophone très ancrée, avec notamment toute la communauté acadienne. Il y a plusieurs festivals francophones. Il y a le festival acadien du 15 août, auquel j'ai participé d'ailleurs à Caraquet et qui est exceptionnel. Il y a Acadie Rock, il y a les festivals Braillon Edmundston, Festival du Saumon à Capleton. Il y a une panoplie de festivals. Il y a beaucoup d'artistes acadiens francophones. Il y a de la musique que j'apprécie énormément parce que moi, j'ai eu une immersion vraiment dans la culture, puis j'adore la musique acadienne. Puis la dernière information dont je voudrais parler par rapport à la province, c'est vraiment le choix des immigrants, le choix des régions de vie. Je comprends qu'on a remarqué que la plupart des immigrants choisissent de s'installer dans des régions urbaines plus que des régions rurales. Moi, ce que je vous dis aujourd'hui, c'est vraiment prenez le temps d'explorer toutes les régions du Nouveau-Brunswick, de voir ce que chaque région apporte en termes d'atouts, d'avantages, pour vraiment essayer de voir quelle est la région qui correspond le plus à votre projet d'immigration, à votre vision de votre nouvelle vie et surtout à votre rêve d'installation au Canada.
Donc, que ce soit dans les zones urbaines ou rurales, le Nouveau-Brunswick offre un potentiel culturel et une richesse naturelle énorme que je vous invite à explorer et à vraiment voir et découvrir toutes les régions avant de faire votre choix de venir nous voir. Donc, c'est un élément qu'il faut garder en tête et de savoir qu'il existe, à travers connexionfrancophone.ca, une possibilité d'être accompagné avant votre arrivée au Canada. Donc, au cours de ces étapes, et ça c'est la dernière étape du processus, le candidat est envoyé et orienté vers les partenaires sur place en fonction du choix de la région. Donc, c'est très important de savoir que Connexion francophone est la porte unique des candidats francophones hors Québec sélectionnés par le Canada. Mais il y a une option aussi qui est importante à savoir, c'est qu'il faut avoir déjà démarré le processus d'immigration, donc avoir le IUC, identifiant unique client, ou la CRP, qui est la confirmation de résidence permanente, c'est-à-dire que le candidat a déjà le visa pour pouvoir avoir accès à ces services. Il faut vraiment être dans les démarches d'immigration pour pouvoir prétendre à ces accompagnements-là. Sarah, vous me semblez être vraiment une experte dans tout ce qui est acadien, francophone en Acadie, tout ça. Mais il n'y a pas très longtemps, on s'est rencontrés au Maroc. J'aimerais que vous nous parliez un petit peu de votre expérience. Ah oui, ben, là tu parles vraiment de mon initiation à l'Acadie. Donc moi, cet amour de l'Acadie est né. Justement, à travers cette rencontre au Maroc, c'était à destination Acadie. Donc, c'est vraiment intéressant de le dire et je suis contente de pouvoir partager ça parce qu'aujourd'hui, j'ai la possibilité de le faire. Je suis partie à destination Acadie par curiosité parce que je voulais comprendre l'Acadie, comprendre cette culture-là, c'est quoi l'Acadie du Canada, etc. Donc, une fois à destination Acadie, on nous a exposé les différentes provinces de l'Atlantique, dans le Nouveau-Brunswick, et j'ai commencé à m'intéresser un petit peu plus. Donc, j'ai fait le tour des kiosques qui étaient là, puis j'ai rencontré Nicolas, du REDE, du Réseau de développement économique, qui sont, eux, dans l'intégration économique des nouveaux arrivants. Et lui, il me dit, toi, t'en es où dans la procédure d'immigration? Je lui dis, non, moi, j'ai déjà fini, ma décision est déjà prise, etc. Et ce n'était pas le Nouveau-Brunswick, mais sur le coup, je commençais à m'intéresser à cette région de l'Atlantique, puis aussi à travers nos communications avec le REDE qui m'a recontacté plus tard, à qui j'ai envoyé mon CV, etc. Et qui, eux, m'ont mis en contact avec un employeur, Nouveau-Brunswick, qui est mon employeur actuel, qui est le réseau d'immigration francophone du Nouveau-Brunswick. Et c'est comme ça que j'ai atterri en Acadie. Donc, c'est cette rencontre-là qui m'a initiée à l'Acadie que je représente aujourd'hui. Wow, ça prouve justement que c'est possible. Puis, c'est pas toujours aussi compliqué qu'on peut le croire. T'sais. Sarah, merci beaucoup pour ce témoignage qui a été vraiment informatif, mais aussi inspirant. Merci beaucoup. Merci. Bonjour. Bonjour. Premièrement, je vous demanderais de vous présenter. Oui, je suis Marie-Joëlle, je suis conseillère aux relations pour le ministère de l'Éducation et du Développement de la petite enfance pour le gouvernement du Nouveau-Brunswick. Donc, entrons dans le vif du sujet. Comment fonctionne le système scolaire au Nouveau-Brunswick? Tout d'abord, le système au Nouveau-Brunswick est un peu le même qu'au Canada, c'est-à-dire que l'éducation est gratuite. Et puis, en fait, ça va de la maternelle, ce qu'en France, on appelle la crèche, jusqu'à la 12e année. Fait qu'en fait, le système s'inscrit en 2 temps. Donc, on parle vraiment du primaire, qui est de la première année jusqu'à la 8e année, et ensuite du secondaire, qui est de la 9e à la 12e année, et là où est-ce qu'ils vont changer potentiellement d'école. Et également au secondaire, on a un service qui s'appelle le Bac international, qui est disponible à Fredericton, donc à l'École Sainte-Anne, ainsi qu'à Mathieu-Martin à Moncton. Selon si vous emménagez dans un centre urbain tel que Moncton, Fredericton ou Saint-Jean, c'est vraiment votre lieu de résidence ou votre quartier qui va faire en sorte que vos enfants vont aller dans une certaine école, sachant que partout en province, il y a un système de transport scolaire. Règle générale, les enfants du primaire vont aller à l'école de 8h30 à peu près jusqu'à 14h30, alors que les enfants du secondaire, les élèves du secondaire vont aller à l'école de 8h30 jusqu'à les 15h30, sachant qu'il y a une panoplie d'activités parascolaires après les heures de classe, qu'on parle de musique, qu'on parle de sport ou encore d'improvisation.
Donc, il y a une grande distinction à faire ici dans le système éducatif au Nouveau-Brunswick parce que le bilinguisme de la province fait en sorte qu'on a deux secteurs d'éducation en parallèle. Donc, on a le secteur francophone et le secteur anglophone. Donc, le secteur éducatif francophone offre une éducation de qualité en français à vos enfants tout en leur permettant d'accroître leurs connaissances et compétences linguistiques en anglais, sachant qu'ils vont être entourés de l'anglais. L'anglais est omniprésent de toute façon au quotidien. Et les professeurs, la qualité de l'enseignement, ils sont hautement qualifiés et puis ils sont parmi les meilleurs enseignants au monde. Et Marie-Joëlle, en quoi le secteur éducatif francophone se distingue-t-il? Bien, en fait, j'aimerais d'abord mentionner qu'il y a 3 districts scolaires francophones. Donc, il y en a un dans le sud, un dans le nord-est et un dans le nord-ouest. Celui du sud, en fait, sachant qu'il regroupe les 3 principales villes, on sait qu'il y a un plus grand nombre, la densité est plus grande, ce qui fait qu'il y a une plus grande population et une plus grande population immigrante également. Donc, ils ont dans les écoles accès à des agents d'établissement qui vont faciliter l'accueil et l'intégration des nouveaux arrivants dans leurs écoles. Si on prend par exemple le district scolaire nord-ouest, qui reçoivent eux également un nombre important de nouveaux arrivants, ils vont avoir aussi l'appui du centre d'accueil d'établissement qui va leur permettre, qui offre en fait une série d'activités familiales tout le long de l'année qui va vraiment permettre cet accueil-là, intégration-là et ce réseautage finalement. Alors que si on regarde du côté du district francophone nord-est, eh bien, ce sont des plus petites écoles, ce qui fait que le service est beaucoup plus personnalisé, sachant qu'ils peuvent également compter là, sur le centre d'établissement de la région. Mais pour répondre à ta question, en fait, le secteur éducatif francophone se démarque à plusieurs niveaux, notamment au niveau de l'inclusion scolaire. C'est vraiment quelque chose sur lequel on se démarque à l'international. Et par inclusion scolaire, ce qu'on veut dire, c'est que les différents apprenants sont tous dans la même classe avec leurs pairs de leur âge, peu importe leurs différences. Donc, en fait, ils ont aussi accès à des enseignantes ressources qui vont être en contact avec tout plein de corps professionnels, notamment des ergothérapeutes, des psychologues, des médecins, qui vont venir en appui là, à ces enseignantes ressources-là pour s'assurer que tous les enfants soient bien dans leur classe. Parce qu'ici, ce ne sont pas les enfants qui s'adaptent au système, mais bien le système qui s'adapte aux enfants. Et tout à l'heure, on parlait d'apprentissage de l'anglais. Eh bien, l'anglais s'apprend dès le primaire, selon les régions dans lesquelles on est, mais les élèves ont également la possibilité d'avoir un programme d'anglais intensif, ce qui fait qu'en bout de ligne, toujours selon les régions, il y a à peu près 95 des élèves qui vont terminer le secondaire avec un niveau de B1 ou plus, qui est quand même excellent. De plus, l'apprentissage des enfants est vraiment focusé sur leurs intérêts et leurs besoins. Donc, il s'agit moins d'un enseignement académique, comme ça peut l'être en France, mais c'est vraiment axé sur le développement de compétences et sur le travail en équipe, en fait. Le développement des compétences est vraiment au cœur de l'éducation. Il y a beaucoup d'efforts qui sont mis là, pour faciliter la transition du milieu scolaire vers les études postsecondaires ou encore vers le marché du travail. Et d'ailleurs, il y a plusieurs écoles qui ont une approche communautaire, dont des écoles communautaires où la communauté a un réel apport là, dans l'apprentissage des enfants. Donc, que ce soit des stages en milieu de travail ou encore des entrepreneurs qui vont venir discuter avec les enfants, etc. Ce qui fait que le secteur francophone a vraiment une longueur d'avance en ce qui a trait à préparer les jeunes, les élèves à la vie postsecondaire et à la vie de jeunes professionnels. Excellent. Donc, comment les parents peuvent-ils faire pour avoir plus d'informations? Bien, en fait, si l'éducation, c'est un facteur déterminant ou si vous voulez obtenir plus d'informations et mieux comprendre le secteur éducatif francophone, je vous inviterais à aller sur notre site Web, à aller lire notamment le plan de sortie des élèves francophones et acadiens du Nouveau-Brunswick, ainsi que le plan de 10 ans, le plan d'éducation de 10 ans, 2 documents essentiels pour bien saisir l'essence de notre secteur d'éducation francophone. Et aussi, pour en apprendre davantage là, sur les services qu'offrent les 3 districts scolaires, vous pouvez également aller consulter leur site Internet. Parce qu'étudier en français à Nouveau-Brunswick, c'est donner une longueur d'avance à vos enfants. Merci beaucoup à vous d'avoir été parmi nous. Merci. Bonjour, merci d'être là. Je vous demanderais en quelques mots, qui êtes-vous, votre prénom et depuis combien de temps vous habitez au Canada? Alors bonjour, merci en tout cas.
Je m'appelle David. J'habite au Canada depuis 2012, ça fait à peu près 8 ans. Et présentement, je travaille pour le gouvernement de la Nouvelle-Écosse. Comment vous est venue l'idée de déménager au Canada? L'idée, elle a toujours un peu été là. J'adore les voyages, j'adore voyager. J'ai toujours pas mal voyagé dans ma vie. Depuis que j'ai 13 ans, je voyage un peu. Et j'avais toujours eu cette envie de venir en Amérique du Nord, mais spécifiquement au Canada. Et en fait, en 2004-2005, je suis venu au Canada en tant qu'étudiant étranger pour apprendre l'anglais. Donc j'ai été placé, j'avais une famille d'accueil et en fait j'avais un placement un peu particulier parce que j'étais au Nunavut. Peu de personnes sont allées au Nunavut, mais bon, du coup, et ça m'a donné encore plus l'envie de revenir y habiter plus tard. Donc à l'époque, j'avais 18 ans, j'étais encore jeune, j'avais pas encore fait mes études. Et après avoir suivi mes études, après avoir continué un peu ce cursus universitaire, l'envie ne m'a jamais quitté. J'ai toujours eu cette envie de revenir ici, de revenir au Canada. Donc, durant votre processus d'immigration, qu'est-ce qui vous a semblé facile ou qu'est-ce qui vous a semblé plus difficile? En fait, à quoi n'étiez-vous pas préparé lors de toutes ces démarches-là avant d'arriver au Canada? Alors, mon immigration au Canada s'est faite en plusieurs temps. Je veux dire, je suis d'abord arrivé une première fois en tant que travailleur qualifié, mais sur un visa temporaire. Donc, ces premières démarches étaient assez simples. En fait, je suis venu avec le programme d'Expérience internationale Canada. C'est un programme fédéral. Et une fois sur place, que j'ai vu que la vie me plaisait vraiment, et à ce moment-là, mon employeur a décidé de me soutenir dans ma démarche à travers un des programmes provinciaux, un des programmes de la province de la Nouvelle-Écosse, justement. Et c'était pas, dans mon souvenir, bien sûr, quand on se souvient des choses, c'est toujours on se souvient que du meilleur, on oublie le pire, mais c'était pas si difficile à partir du moment où on était préparé. Enfin, je pense que j'aime lire les choses, j'aime me renseigner avant de me lancer dans quelque chose, dans une démarche. Donc, je pense que j'étais assez bien préparé au processus. Après, oui, c'est compliqué dans le sens où il y a des papiers à remplir, il y a des formulaires à compléter. Il faut se repencher sur les 5 dernières années de sa vie pour essayer de tout donner en détail. Mais une fois qu'on a commencé dans le processus, je pense que c'est assez fluide et je n'ai pas éprouvé tant de difficultés que ça. Comment avez-vous vécu cette période-là un peu incertaine, là, quand on sait qu'on s'en vient, mais là, il faut attendre des fois des papiers, il faut attendre des choses. Comment vous avez vécu cette période-là? J'avais hâte de partir, pour être honnête. Oui, donc une fois que les papiers ont été envoyés, c'était vraiment de la préparation pure et simple du voyage, faire la valise, recommencer à prospecter des logements sur place. Grâce à Internet, justement, c'était beaucoup plus facile. Et c'est vraiment de la préparation concrète. Donc, votre vie au Canada, vous semblez être bien installé maintenant. Est-ce que vous avez eu des surprises en arrivant au Canada? Oui, dans le sens où j'ai rencontré ma compagne avec qui je partage ma vie au Canada. Et donc on s'est rencontrés, elle est française aussi, on s'est rencontrés là où on travaillait avant, à l'Alliance française. Et nous avons maintenant 2 enfants qui sont tous les 2 nés ici à Halifax au Canada, dont 2 petits Canadiens. Et donc voilà, c'était une excellente surprise et ça continue avec les enfants, on est surpris tous les jours aussi maintenant. Donc, honnêtement, en vous écoutant, si j'habitais pas déjà au Canada, ça me donnerait le goût. Mais qu'est-ce que ça prend pour être vraiment un candidat idéal pour immigrer en Acadie, immigrer au Canada, en Nouvelle-Écosse? Je pense que déjà, il faut écouter ses rêves. Il faut déjà avoir une envie, il faut déjà avoir un rêve, avoir un objectif de vie, de changer de vie par rapport à la vie qu'on connaît chez soi, à la base. Ensuite, je pense qu'il faut juste se donner les moyens. Après, il n'y a pas une voie qui est préférable par rapport à une autre. Ce qui est vraiment intéressant avec les systèmes d'immigration au Canada, c'est qu'il y a plusieurs voies, il y a plus possible, il y a plusieurs chemins. Il n'y a pas qu'une seule voie qui est déjà toute tracée. Donc vraiment, en fonction de ses envies, de ses besoins, de ses compétences, de son expérience, on peut choisir telle ou telle voie. Et donc c'est difficile comme question parce qu'il n'y a pas de... Je peux pas dire noir ou blanc, c'est comme ça. Ouais. Il n'y a pas de moule dans lequel il faut rentrer. Faut vraiment suivre son cœur, suivre ses rêves et puis savoir qu'il y a... Si une opportunité, ça passe à là, il y en aura une autre après. Il n'y a pas une seule voie en fait pour y arriver. Et bien de la préparation. Exactement. La préparation, ça aide beaucoup.